Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au 4e numéro de N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui avec nous sur le plateau pour parler gouvernance, M. Moussa Mara. M. Mara, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Je rappelle que N'ayons pas peur des mots est une initiative des réseaux Akili, des studios Tamani et du groupe Renouveau pour informer les populations sur l'essentiel de l'actualité politique de la semaine, sur l'essentiel de l'actualité relative aux élections. Monsieur Mara, vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes le candidat investi du parti Élément pour la course à Koulouba. Vous rempilez pour la deuxième fois. Quelle est la différence entre M. Mara de 2013 et le candidat Mara de 2018? Je pense qu'il y a beaucoup de différences. La première, c'est l'âge. Le candidat de 2013, Moussa Mara, avait, si ma mémoire est bonne, 38 ans. Le candidat aujourd'hui, il a 43. Il a un peu plus de cheveux gris et un peu moins de cheveux sur la tête. Pour être un peu plus sérieux, je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. La substance des idées reste la même. Et je dirais même reste la même depuis pas mal de temps, parce que depuis une quinzaine d'années où moi je contribue au débat public, depuis une dizaine d'années où je suis présent sur la scène politique, j'ai à peu près les mêmes discours. Exemplarité des élites, bonne gouvernance, décentralisation, lutte contre la corruption, souci aux plus faibles. Ce substrat idéologique et programmatique reste le même. C'est ce même substrat d'ailleurs qui sous-tend le parti Élément. Mais je pense qu'entre 2013 et 2018, j'ai eu la chance d'exercer des responsabilités au niveau national puisque j'ai été ministre et Premier ministre. Cela ne laisse pas indifférent et a pu aussi évidemment impacter sur ma vision des choses et ma conception de la chose publique. Mais la situation du pays ayant, à mon avis, empiré, la situation s'est globalement détériorée. Je pense que cela nous rend encore un peu plus responsables et nécessairement impliqués sur l'urgence de la situation et la nécessité de s'impliquer afin que les choses changent. C'est une évidence. Avec votre réponse, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes comptable de formation, expert comptable de profession, ancien élu municipal, ancien ministre et ancien Premier ministre, ça fait beaucoup de casquettes. Ça fait beaucoup d'anciens surtout. D'anciennes choses, exactement. Pensez-vous que la réduction du train de vie de l'État, la rationalisation des dépenses et une meilleure redistribution des richesses permettraient au Mali de faire face aux besoins de son économie et d'amorcer véritablement son développement sur des bases durables? Je pense que notre pays, indéniablement, est un pays pauvre, démuni, n'ayant pas, à mon avis, toutes les ressources nécessaires, ressources financières, matérielles pour son émergence économique, son développement. Donc le pays aura besoin d'assistance extérieure, quel que soit le cas de figure. Cela étant dit, les ressources dont nous disposons ne sont pas négligeables. Le Mali reste quand même, aussi bien au niveau de l'UEMOA qu'au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest ou même du continent, un pays qui est assez doté par la nature, qui a un certain nombre de potentiels et qui a une économie qui arrive à peu près à assurer son indépendance financière, l'indépendance financière de l'État, c'est-à-dire la capacité de l'État à faire face à ses dépenses propres. Donc, la question de la rationalisation de la dépense, la question de la bonne gouvernance, la question de la réduction du train de vie, la question d'autres types de réformes pourront permettre d'accroître cette marge de manœuvre indéniablement et donc de nous mettre un peu plus à l'aise pour faire face aux échéances de développement, mais aussi faire face aux nécessités de pourvoir aux besoins de base des populations. Cela veut dire que quel que soit le cas de figure, nous avons besoin de mieux gérer les ressources publiques dont nous disposons, de mieux les rationaliser et d'avoir une gouvernance transparente, responsable, constructive pour soutenir cette marche vers le progrès. J'ai encore envie de rebondir sur l'aspect assistance internationale. Nous avons vu des candidats à la course pour Koulouba dire que cette assistance, elle peut s'arrêter. Êtes-vous d'accord avec... Bon, vous ne partagez pas votre point de vue si je me fie à votre réponse, mais vous avez des adversaires politiques, on va dire, qui pensent le contraire. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'ils prêchent pour que l'assistance extérieure s'arrête? Ils disent qu'avec les ressources qu'on a, on peut se passer de l'assistance internationale. Non, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être objectif. Je vous donne juste un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, le budget de l'État
dépasse un peu plus 2 000 milliards de francs CFA. Sur ces 2 000 milliards de francs CFA, vous avez un bon tiers qui correspond à l'assistance extérieure, plus ou moins. Et cette assistance extérieure est orientée sur On parle de 40%, c'est exact. les investissements. C'est un peu plus de tiers, autour de 40%, un peu moins de 40% aussi. Okay. Il tourne autour des infrastructures, des investissements qui sont indispensables à l'essor économique. Vous savez, dans le budget, vous avez le fonctionnement et vous avez l'investissement. Bon, chez nous, l'investissement ne correspond pas vraiment à l'investissement au sens juridique. Mais en simplifiant, on peut retenir cela. Le fonctionnement aujourd'hui, c'est un peu plus de 55% du budget de l'État et l'investissement, c'est un peu autour de 40-45%. Et l'essentiel de l'assistance extérieure va sur l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrête l'assistance, nous l'avons vu d'ailleurs en 2012 quand il y a eu le coup d'État, la crise institutionnelle, l'assistance extérieure en grande partie s'est tarie et le gouvernement de transition a dû se rabattre uniquement sur les ressources nationales, a fait un collectif budgétaire pour simplement parer au plus pressé, c'est-à-dire faire face aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement sont des dépenses courantes qui ne sont pas porteuses de développement. Ce sont des dépenses de salaire, des dépenses de mission, d'électricité et autres qui ne font pas le développement. Le développement du Mali, c'est la maîtrise de l'eau, c'est l'énergie, ce sont les infrastructures, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc si aujourd'hui on arrête de but en blanc l'assistance extérieure, il est clair qu'on se priverait de beaucoup d'opportunités. Je pense que l'assistance est encore indispensable. Cela étant dit, nous devons travailler à accroître progressivement notre marge de manœuvre et à rendre progressivement l'assistance extérieure marginale jusqu'à arriver à un moment où on va pouvoir dire, bon, cette assistance extérieure stricto sensu, nous n'en avons pas forcément besoin, mais ça, je pense que ce ne sera pas avant quelques décennies. Il faut être objectif, rationnel et raisonnable. Cela n'enlève rien au fait que nous devons mieux gérer nos ressources. Nous devons avoir une bonne gouvernance, nous devons avoir l'exemplarité des élites qui accroîtront nos marges de manœuvre et qui nous permettront progressivement de nous passer de l'assistance interne. Vous venez de terminer une tournée à l'intérieur du pays, si je ne me trompe. Vous avez dévoilé tout au long de cette tournée un programme, sinon un projet. Vous pouvez nous en dire plus? Moi, d'abord, en termes de tournée à l'intérieur, c'est une habitude. Ces 3 dernières années, j'ai parcouru le pays de long en large plusieurs fois et je suis allé dans l'essentiel des cercles du Mali, 43 sur les 49 cercles du Mali, 49 cercles historiques. Je suis allé dans au moins 200 communes de notre pays et j'ai rencontré des dizaines de milliers de compatriotes et à l'extérieur aussi, puisque les Maliens vont à l'extérieur. Je suis allé dans une 50aine de pays. Je pense être le leader politique au Mali qui a parcouru le plus notre pays et qui a parcouru le plus l'extérieur à la rencontre des Maliens de la diaspora. Cela, je l'ai fait simplement pour mieux m'imprégner, mieux prendre conscience des préoccupations de nos compatriotes, mieux les connaître, afin d'adresser des projets qui puissent correspondre à leurs attentes, donc en prévision des élections de cette année. Cette tournée que j'ai effectuée la semaine dernière s'inscrit dans le cadre de nos démarches de pré-campagne. Nous avons souhaité que le projet soit au cœur de cette élection. Et d'ailleurs, vous, journalistes, vous êtes interpellés. Il faut vraiment que vous donnez l'occasion à tous les candidats de venir s'exprimer devant vous, mais que vous créez les conditions pour que les candidats confrontent leurs idées. Parce que le débat et la discussion simple avec le journaliste... c'est notre souhait déjà. Là, c'est un préalable. Le fait de vous inviter un à un, c'est un préalable. Il y a une question qui va absolument, c'est une bonne chose. Moi, je l'ai toujours souhaité. En 2013, je l'ai souhaité aussi. Mais je pense que la presse a un rôle important en la matière. Il faut l'organiser. Et les candidats qui se soustrairaient à vos invitations, il faut le dire pour que les Maliens sachent que nous avons prévu de mettre des pupitres vides pour ceux qui ne viendront pas. Absolument. Ben voilà, certains candidats n'ont pas de projet, n'ont pas de programme. Parce que ceux qui ne viendront pas, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas de projet, n'ont pas de programme. Sûr. Donc ils n'ont pas leur place dans la course. Cette démarche de pré-campagne que nous avons organisée, nous l'avons organisée autour du projet. Notre projet pour l'élection de cette année, nous l'avons scindé en 5 chapitres. Et chaque chapitre va faire l'objet d'une conférence thématique qu'on organisera sur une partie du territoire. On ne le fera pas à Bamako parce que justement le Mali, ce n'est pas seulement Bamako. Donc nous étions à Djenné, dans la région de Mopti, au centre aujourd'hui qui est martyrisé. C'est vraiment le terme martyrisé où les activités sont arrêtées, l'insécurité est quasi généralisée pour parler de sécurité.
pour parler de refondation de l'État, de bonne gouvernance, pour parler de lutte contre la corruption, pour parler de justice, pour parler aussi de démocratie, parce que notre système démocratique est à parfaire. Nous avons délivré cette conférence de presse à partir de Djenné et nous avons échangé avec la presse dans ce cadre. Donc évidemment, autour de cette activité, nous sommes allés faire quelques visites dans la zone, dans la région, mais aussi à Tomignan, auprès de notabilités, de militants, de personnes qui souhaiteraient un peu échanger avec nous sur la question de l'élection. Donc cette énième tournée s'inscrit dans ce cadre-là. Certainement. Je tiens à faire une petite précision. Je suis juriste de formation. Je sais quel impact les mots peuvent avoir. Je ne suis pas journaliste, donc il faut le préciser. J'ai pris cette casquette parce que nous n'avions, au niveau de ce projet, pas pu avoir des journalistes qui veulent faire le travail bénévolement. Sinon, je suis doctorant en droit des industries extractives. Ça, c'était la petite précision. À la sortie, il ne faudrait pas que les journalistes viennent dire non, que... Voilà, non. Vous savez, souvent, les juristes ont fait les meilleurs journalistes. Les juristes ont fait les meilleurs journalistes. Voilà. Ceux qui ont fait sciences politiques, ainsi de suite. Ça fait partie des capacités qui peuvent être appréciables pour poser des questions aux leaders. C'est vrai, c'est pas faux. Donc, tant mieux. C'est pas faux. Et pour revenir à nos moutons, quelle lecture faites-vous de la gouvernance au Mali, de l'avènement de la démocratie aujourd'hui? Pour moi, la démocratie dans notre pays, indéniablement, a été un progrès. Il ne s'agit pas de remettre en question la démocratie. J'entends ici, de temps en temps, quand on fait un procès critique de ce qui s'est passé dans la période démocratique, que certains leaders politiques, historiques, s'indignent en disant nous remettons en cause la démocratie. Il ne s'agit pas de remettre en cause la démocratie. Il s'agit de remettre en cause un certain nombre d'actes, de politiques, d'attitudes qui ont été adoptées par ceux qui ont dirigé notre pays ces 30 dernières années, grosso modo, et qui ont créé une situation où la démocratie elle-même a été un peu vidée de son sens. Donc la période démocratique a été la période des grandes avancées de notre pays, en termes d'infrastructure, en termes de construction, en termes de développement humain. L'accès des Maliens à l'école a été multiplié par au moins 3. La santé des Maliens, l'espérance de vie a augmenté. Il y a eu plus de centres de santé. Il y a eu plus d'infrastructures routières, il y a eu plus d'énergie. J'ai envie de vous dire que nous sommes plus dans des aspects quantitatifs que qualitatifs. Mais je commence d'abord par dire, pour mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas la démocratie qui a contesté, pour dire que la période de 91 à 2008 a été une période où le Mali a fait un bond en avant en termes d'infrastructure, d'économie. Par contre, c'est aussi la période où les mauvaises pratiques de manière générale ont pris l'ascenseur. C'est une évidence. Le nier serait vraiment adopter une attitude de déni, stérile, qui ne correspond à rien. Dans cette période, d'abord, la confiance de nos compatriotes en notre leadership s'est érodée. Aujourd'hui, si vous faites une enquête et vous demandez aux Maliens ce qu'ils pensent de leur classe politique, de leur leader, de la façon dont ils sont gouvernés, le jugement serait sans appel. La rupture de confiance est quasi totale. C'est une réalité. C'est le meilleur des baromètres de la situation. Les populations ne cessent pas d'avoir confiance au hasard. Les populations ont un raisonnement assez objectif. Nos attentes ne sont pas comblées, nous ne sommes pas contents et en même temps, nos élites n'ont jamais eu un train de vie aussi ostentatoire et aussi flamboyant. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Nous, on a l'impression que nous sommes pauvres et nous avons l'impression que nos élites s'enrichissent. C'est qu'il se passe quelque chose. Parce que, tout le monde doit le savoir, diriger une collectivité, si on ne s'appauvrit pas, on ne doit pas s'enrichir. Ça doit être un principe. Diriger une collectivité, c'est se sacrifier pour la collectivité. Si on doit avoir un niveau de vie qui augmente, il faut que le niveau de vie de la collectivité augmente plus vite que le niveau de vie de ceux qui la dirigent. C'est élémentaire. Mais nous, on n'a pas ça. Nous avons des élites qui, de manière souvent ostentatoire et honteuse, et ne s'en cachent pas, honteuse, montrent un train de vie et un niveau de vie qui est sans commune mesure avec leurs moyens normaux. Donc, il y a une défiance importante qui s'installe. C'est cette défiance qui est le baromètre de la situation. C'est pourquoi moi je dis, si on veut construire le Mali demain, nous devons restaurer la confiance. Pour unir et mettre les Maliens ensemble, il faut restaurer la confiance. Et pour restaurer la confiance, ce sont les élites qui doivent faire les efforts. Moi, mon projet pour 2018 est centré essentiellement sur le sacrifice des élites, sur les efforts à faire sur les élites. Et comment vous comptez y parvenir? D'abord, la lutte contre la corruption des élites. Parce que
un élément illustre cette situation, c'est la corruption. J'ai dit tout à l'heure, les compatriotes n'ont pas confiance parce que la corruption aujourd'hui, c'est pratiquement une matière principale pour certains, un sport national pour d'autres. C'est une réalité. Et ça devient tellement banal que les gens ne s'offusquent plus. On trouve normal Bien au contraire. Voilà, on trouve normal quand on va dans un service de glisser un billet d'argent pour faire avancer son dossier. Les jeunes, quand ils finissent l'école et qui participent au concours d'entrée à la fonction publique, ils passent beaucoup plus de temps à chercher des relations, des personnes pour les aider que de préparer techniquement le concours. Parce qu'eux-mêmes, ils ont intégré que si on ne recourt pas à la corruption, on n'avance pas. Donc, en toute logique, ces personnes ne peuvent pas devenir de bons cadres, évidemment, de bons fonctionnaires. Si vous entrez dans la fonction publique en recourant à la corruption, ce n'est pas vous qui allez lutter contre la corruption. Donc, pour moi, la corruption des élites doit être combattue prioritairement. Si vous regardez les 4 principes généraux que j'ai énoncés dans ma déclaration de candidature, pour dire ces 4 principes, nous devons les appliquer à tous les secteurs de l'État. Vous avez la corruption qui arrive en 2e position. Après le renouvellement et le rajeunissement du leadership, la lutte contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites parce que si on veut lutter contre la corruption au Mali, il faut d'abord qu'on démontre que nous luttons contre la corruption du sommet afin que la base s'ajuste. Le policier qui prend 1000 ou 2000 francs dans la circulation, c'est beau. Mais le fonctionnaire qui détourne 2 milliards, pour moi, c'est plus grave pour le pays. Donc il faut lutter contre la corruption des élites, il faut décentraliser et il faut penser aux revenus des plus faibles. Donc pour moi... Mais les mécanismes sont là. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait surtout un État fort? Parce qu'on a vu avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, quand on a demandé aux fonctionnaires de déclarer leurs biens, tout de suite, ils sont partis en grève. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que tout le monde dit l'État fort, l'État fort. L'État fort ne se décrète pas. L'État fort se construit progressivement par la capacité de l'État à remplir ses fonctions régaliennes. Est-ce que tout ne se ramène pas à la volonté du chef de l'État? Bon, tout se ramène à la volonté des responsables, dont le chef de l'État. C'est pourquoi je voulais dire, si vous voulez lutter contre la corruption, je prends l'exemple que vous avez énoncé tout à l'heure, où on dit, on a mis en place un système de lutte contre la corruption. On a dit aux fonctionnaires de déclarer leur patrimoine, ils ont refusé. Regardez les arguments qu'ils ont employés. Le premier des arguments, c'est de dire, oui, nous, on nous demande de déclarer nos patrimoines, mais nos chefs ne déclarent pas leur patrimoine. Le président de la République, les ministres, ils font une déclaration nominale à la Cour suprême, mais cette déclaration n'est pas publiée. Et cette déclaration ne fait pas l'objet de contrôle comme celle qui est destinée à l'Office de lutte contre la corruption. Pour moi, et je l'ai dit dans notre projet, les 100 premiers responsables de l'État, commence par le président, le gouvernement, plus un certain nombre de responsables, doivent commencer par déclarer, publier leur patrimoine et demander au corps de contrôle, dont le bureau du vérificateur, de faire un contrôle de ces déclarations. Parce qu'une chose aussi est de déclarer, une autre chose est de dire la vérité. Nous avons un certain nombre de responsables au Mali qui ne peuvent simplement pas déclarer leur patrimoine. Parce qu'ils ne pourront pas justifier comment ils l'ont constitué. Donc il y a des difficultés. Mais moi, si je suis président de la République, les 100 premiers responsables de l'État vont commencer par déclarer et publier leur patrimoine et demander à ce que le bureau du vérificateur et les autres corps de contrôle contrôlent ces déclarations et publient les résultats de ces contrôles. Sans changement de la loi. C'est-à-dire ça, on va le faire comme une mesure symbolique pour ouvrir la confiance que nous cherchons, pour essayer de restaurer la confiance. Cela permettra de baisser la tension et puis d'entrer dans le dispositif classique de l'office qui va constituer à ce que beaucoup de fonctionnaires responsables puissent déclarer leur patrimoine, publier et qu'on puisse faire contrôler cela. Ça, c'est un élément important. Mais il y a d'autres éléments pour lutter contre la corruption au sommet qu'il faut engager tout de suite. Un autre élément auquel je pense, c'est de publier les revenus normaux des responsables. Il faut que les Maliens sachent ce qu'un ministre gagne normalement, pour qu'ils puissent comparer avec le niveau de vie de la personne. Il faut que les Maliens sachent qu'un directeur général de service gagne normalement, pour qu'ils puissent commencer à intégrer, bon, celui-là, il gagne ça, et pourtant il est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans cette direction. Transparence absolue sur tout, sur les actes, sur les procédures, sur le fonctionnement de la justice. On va aller dans ce cas. Mais on va aussi instaurer un système, je n'ai pas peur de le dire, d'encouragement à la délation. Ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
si vous regardez aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, ce sont des personnes souvent anonymes qui, du fait de leur rôle dans des processus, ont été à la base de la découverte de scandales extraordinaires. Vous nous rejoignez sur ce point parce qu'au niveau du réseau Akili, on travaille sur la mise en place d'une plateforme où les citoyens, à partir de leur téléphone, peuvent faire des dénonciations, Voilà. peuvent avoir accès à toutes les informations relatives à la gouvernance. Donc on travaillera ensemble. Nous ferons en sorte que les gens puissent dénoncer. Et nous allons plus loin. D'abord, ceux qui dénoncent seront protégés. Protection juridique, protection physique, on le fera à la mesure de l'ampleur du scandale qu'ils auront révélé. Mais nous irons plus loin. Si vous dénoncez des actes de corruption et que ces actes de corruption permettent à l'État de recouvrer des ressources, on va rétrocéder une partie à ceux qui dénoncent pour les encourager à dénoncer. Mais est-ce que là, ça ne va pas créer un scénario de western, de chasseurs de tête? Mais vous savez, où les gens vont... Vous savez, le mal est tellement profond. C'est profond. Qu'on ne peut pas le régler par des mesures classiques. Il faut qu'on aille dans des mesures symboliques, radicales, quitte à créer des abus quelquefois, mais qui seront les seuls en mesure de faire face à cette situation. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de la corruption dans notre pays. C'est ce qui justifie d'ailleurs ces plateaux, on va dire. Voilà, si nous regardons nos ressources publiques, moi je peux vous dire, je n'ai pas d'éléments précis, mais je peux vous dire qu'au moins 10% des ressources publiques de l'État malien partent en fumée dans la corruption. Si vous prenez nos ressources publiques, on va dire à peu près... même plus, hein. On va dire 1400 milliards. On donne l'exemple, 1400 milliards. Vous avez 10%, ça fait quand même 140 milliards. Qui enrichissent des personnes souvent qui ne sont pas dans le besoin. Qui sont dans ce que j'appelle la corruption de commodité. C'est les cas. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que ces gens-là rendent compte. Que les élites qui sont à la base de cette situation montrent patte blanche et montrent qu'ils sont désormais exemplaires pour que la population commence à avoir confiance. Parce que sans que les Maliens aient confiance au Mali, en eux-mêmes et en leurs leaders, on ne fera rien de durable. Donc c'est une œuvre de construction nationale. Ce n'est pas on lutte contre la corruption pour lutter contre la corruption ou on veut faire du spectacle, mais on veut simplement mieux intégrer notre pays et faire en sorte que le nouveau contrat social qu'on veut établir entre les Maliens et leur élite soit solide et entraîne nous tous vers le progrès. La corruption est le premier chantier par lequel il faut passer. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles technologies à tous les niveaux. Utilisons les nouvelles technologies pour collecter des preuves de corruption. On peut le faire. Ça se passe sur les réseaux sociaux, on en voit toujours. Voilà. Mais nous, on va le systématiser, on va l'organiser, on va l'institutionnaliser pour que les preuves collectées arrivent rapidement aux décideurs et que des sanctions rapides soient prises et que les sanctions soient connues. Il faut faire en sorte que les agents publics aient la psychose de l'enregistrement. C'est important. Si chaque agent se dit, vous qui êtes en face de moi, peut-être vous allez m'enregistrer, il fera attention. Donc, faisons en sorte que la paire change de camp. Et je pense qu'au niveau de la police, ça commence à se sentir. Les policiers, dans les artères, ils se disent, à tout moment, on peut me filmer. Mais voilà. Donc, ils deviennent de plus en plus discrets dans ce qu'ils font. Il faut que ce soit les policiers, que ce soit les agents dans les bureaux, à tous les niveaux. Mais tout ça, il faut que le chef et ses principaux collaborateurs soient indemnes de la corruption, qu'ils soient honnêtes. Pour que le pays puisse lutter contre la corruption de manière efficace et durable, il faut que le président, les principaux collaborateurs, les ministres soient des gens honnêtes et qui aient l'ambition de lutter contre. Ben, moi, je vais le faire. On va choisir des personnes de l'intérieur, mais aussi de la diaspora, qui seront des gens au-dessus de tout soupçon, qui vont d'abord commencer par déclarer, comme je l'ai dit, et publier leur patrimoine. Nous avons dans la justice des efforts à faire qui pourront nous permettre de faire de la lutte contre la corruption une réalité palpable. La dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir pour la corruption, c'est la politique. Nos campagnes électorales sont des campagnes d'argent. Exactement. Cet argent, il faut le trouver quelque part. Et nous n'avons aucun dispositif, aucune disposition pour que chaque candidat puisse dire comment il a collecté de l'argent, comment il a dépensé cet argent. Donc, il faut qu'on encadre la politique, le financement de la politique pour l'élaboration de la et loi la transparence autour de cette la loi question. électorale, on nous a dit que tout le monde a été consulté. Est-ce que vous avez eu à soulever de telles prétentions? Mais la loi électorale
c'est, comment je vais dire, le processus électoral classique. Et cette réforme que je porte, c'est une loi en tant que telle qu'il faut faire, qui ne va pas concerner simplement la campagne électorale, qui va concerner les partis, comment elles sont organisées, mais qui va concerner les leaders politiques par rapport à la notion de conflit d'intérêts. Il y a toute une loi à faire sur la transparence et la bonne gestion et la lutte contre la corruption dans la vie publique. C'est cette loi que nous allons prendre afin que les politiques apprennent, eux d'abord, qui sont censés diriger le pays, à fonctionner normalement dans les clous. Qu'on évite que, bon, voilà, les gens viennent au pouvoir, après avoir pris 1 milliard à gauche, 500 millions à droite, et donner des promesses de 10 milliards, de 20 milliards aux mêmes personnes, une fois arrivés au pouvoir. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, l'argent est tellement omniprésent dans la vie publique que pratiquement tous les candidats sont obligés de courir à gauche et à droite. Mais nous, on va changer. Cette année, ma campagne, je veux l'inscrire dans un cadre de financement populaire. Je suis en train de discuter avec les compagnies de téléphone pour que leur système de paiement électronique, Orange Money, tout ça, MobiCash, que ce système soit utilisé pour collecter de l'argent pour le financement public. Et nous allons avoir un site pour expliquer à nos compatriotes combien nous avons collecté, combien nous allons dépenser. Nous allons faire en sorte qu'il y ait la transparence absolue sur nos comptes et amener progressivement les autres ultérieurement à aller dans ce sens. Mais tant qu'on ne clarifie pas la question du financement public, de la campagne et autres, je pense que lutter contre la corruption en aval du dispositif... Cette clarification, je pense que ça ne va pas venir de sitôt parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup sont dans la politique pour s'enrichir, on ne va pas le nier. Beaucoup se sont enrichis dans la politique et ces personnes verront d'un très mauvais œil une telle réforme. Mais bien sûr, mais c'est les Maliens qui décident. Moi, mon objectif, c'est d'informer les Maliens pour que les Maliens choisissent notre candidature. Si moi je suis président de la République, les gens n'auront pas le choix. Soit ils s'inscrivent dans cette direction de transparence, de redevabilité, d'honnêteté, soit ils quittent la politique, ou soit on les poursuivra. Le Mali a déjà gagné le Malien aussi, puisque beaucoup sont prêts à monnayer leur vote. Je vous assure que les Maliens sont capables de discernement. Si aujourd'hui ils monnaient leur vote, c'est que devant eux, l'offre politique n'est pas souvent à la hauteur. Ils se disent, bon, celui-là, de toute façon, c'est un voleur, celui-là, c'est un menteur, celui-là, c'est un corrompu. Je n'ai rien à attendre d'eux, donc je vais obtenir ce que je peux, et puis voilà. Mais quand ils verront qu'il y a de vraies perspectives, moi je l'ai vu en commune 4, commune 4, j'ai été élu avec un budget qui est 10 fois moins élevé que le budget de mes concurrents. Parce que les gens croyaient au projet que je porte. Et ce projet, pour le pays, j'ai l'intention et j'ai la ferme conviction de le vulgariser, y compris sur le système de financement de la vie publique, parce que tout est lié. Donc, en convainquant les uns et les autres que le financement de la vie publique est aussi un élément important, je pense qu'on peut arriver progressivement à avoir la confiance des Maliens. En tout cas, nous, on ne donnera pas un franc pour qu'on vote pour nous. On ne l'a jamais fait. C'est les souhaits. Et tout de suite, vous avez parlé dans votre intervention de nouveaux contrats sociaux. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait repenser notre démocratie et les modèles de gestion de nos États en plaçant nos us et coutumes, on va dire notre atavisme et les réalités de notre société comme, voilà, au cœur du modèle? Parce que... Pour moi, notre culture, nos traditions ont des éléments qui sont positifs, porteurs. Ils sont aussi portés par des vecteurs, les leaders traditionnels, les notabilités du pays, qui sont souvent marginalisés et qui ne sont pas écoutés. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour associer les légitimités réelles du pays à l'exercice des responsabilités locales et nationales. Exactement. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, cela est clairement dit dans l'accord de paix pour la paix et la réconciliation. Il faut trouver des formules. Par exemple, au conseil municipal, dans une commune déterminée, donner des postes d'observateurs aux notabilités traditionnelles qui sont présentes dans la commune, qui sont souvent, comme je l'ai dit, plus influentes que le maire lui-même. Exactement. Donc, les associer, leur donner des postes d'observateurs qui puissent avoir sur tel ou tel aspect du fonctionnement de la collectivité un rôle. Au niveau des collectivités régionales aussi, faire la même chose et peut-être au niveau de l'État, à travers la seconde chambre qui est prévue dans l'accord de paix, le Sénat, leur donner des responsabilités. Cela consiste
à associer le pays réel au fonctionnement des institutions. C'est un élément de ce que vous dites. Mais nous avons aussi, dans nos programmes éducatifs, dans notre système éducatif, des valeurs nationales traditionnelles qu'il faudrait inscrire, enseigner, promouvoir auprès de nos jeunes. Et peut-être dans nos textes publics, nous avons ainsi des règles qui existent au niveau traditionnel qui peuvent être utilisées. Mais le fondement de nos institutions, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une représentation nationale, le Parlement, bicaméral ou avec une chambre unique, le fait qu'il y ait un exécutif dirigé par quelqu'un qui est choisi par le peuple, ça répond un peu à des normes universelles que même nous avions dans nos systèmes traditionnels qu'il faudrait préserver. Parce que j'entends ici ou là quelques propositions qui sont des propositions un peu fantaisistes, quoi. Mais à mon avis, nous avons un pays, un vieux pays, qui repose sur des institutions traditionnelles, des institutions qui ont fait leurs preuves. On pourrait prendre en compte progressivement, de manière intelligente et adapter cela dans le fonctionnement de la vie publique. Ça, on peut le faire. C'est important, c'est important. Monsieur Mara, il y a le groupe Renouveau, les studios Tamani et les réseaux Akili qui ont initié la campagne J'oblige mon futur président de la République, qui est un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques par le peuple et pour le peuple. Selon vous, quel peut être et quel doit être l'apport de la société civile pour l'avènement de la transparence dans la gestion des affaires publiques? Pour que la société civile joue un rôle, vous savez, il n'y a pas de démocratie sans société civile. On dit généralement la société civile, c'est un contre-pouvoir. Ça peut être un contre-pouvoir à l'occasion. Il faut des préalables. Pour moi, la société civile doit être indépendante. Elle doit être structurée et forte. Elle doit être organisée. Et elle doit avoir des aptitudes, des capacités à défendre et à proposer. Au Mali, sur chacune de ces sections, nous avons des insuffisances importantes. Moi, président de la République, je travaillerai à ce que nous ayons une vraie société civile, mais indépendante. Aujourd'hui, nous avons une frontière plus que floue. C'est important. Il y a beaucoup qui disent, derrière chaque activiste, derrière chaque groupement de la société civile, il y a un homme politique derrière. C'est ce que je dis. Vous êtes derrière un groupement, un activiste? Je suis derrière personne. Et je me rappelle avoir régulièrement rappelé aux jeunes activistes de tout faire pour préserver leur indépendance vis-à-vis de tout le monde, y compris vis-à-vis de moi. Et beaucoup pourront vous témoigner cela, quoi. C'est que, et je l'ai écrit plusieurs fois, à la différence de beaucoup d'hommes politiques, moi j'écris beaucoup. J'ai fait beaucoup de livres, et notamment sur l'État. Et si vous lisez, vous verrez que je parle beaucoup de la société civile. Pour moi, il faut que nous ayons une société civile indépendante. Et je disais tout à l'heure, moi, président de la République, je travaillerai à ce que nous ayons une société civile indépendante. Que nous ayons une société civile non alimentaire. Parce que quand vous êtes intéressé, vous ne pouvez pas être indépendant. C'est sûr. Vous avez des personnes qui créent des associations pour gagner leur vie, qui créent des ONG pour gagner leur vie. Donc ces gens-là, il ne faut pas être étonné qu'ils soient dans une collaboration douteuse avec des acteurs politiques parce qu'il s'agit de leur intérêt. C'est le cas. Donc il faut qu'on fasse en sorte que la société civile soit confessionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit catégorielle, qu'elle puisse être une société civile indépendante, animée par des personnes qui sont elles-mêmes à l'abri du besoin. C'est important. Est-ce que tous les Mali... Et gérer... Non, vous avez des personnes... Si vous regardez, par exemple, on prend le domaine de la presse. Vous avez quelques acteurs de la presse qui sont indépendants, qui sont structurés. Pas beaucoup. Bon, oui, mais qui existent, qui sont indépendants, qui sont structurés, qui sont compétents. Et vous en avez d'autres qui ne sont pas indépendantes et donc qui sont obligés ou qui s'adonnent à des pratiques qui n'honorent pas cette profession importante pour la démocratie. Et je pense qu'il faut une réglementation, une régulation relativement à tous ces aspects-là, que ce soit la presse, la société civile. À mon avis, vous avez beau avoir toute la réglementation, si vous avez un pouvoir politique qui n'est pas prêt à accepter une société civile indépendante et contre-pouvoir, ça ne marchera pas. Regardez pendant la démocratie, les différents régimes qui se sont succédés au Mali ont eu une attitude plutôt de caporalisation de la société civile, même de la vie publique d'ailleurs. Donc il faut que nous ayons un pouvoir politique animé par des gens qui ont une vision. Je pense que la révolution numérique aujourd'hui met à mal cet état de fait, la caporalisation, on va dire.
vous avez beau avoir les meilleurs outils, les gens doivent remplir la marmite, quoi. On ne remplit pas la marmite avec Facebook. C'est sûr. On remplit la marmite avec les moyens. Donc, quand ceux qui détiennent les moyens n'ont pas envie que vous puissiez être indépendant, c'est très difficile. C'est pourquoi, pour moi, la réforme partira d'abord de mettre à la tête du pays des hommes et des femmes qui ont cette vision de dire la démocratie que je veux construire, ça doit être une démocratie où je ne suis pas le seul décideur, le seul patron, le seul incontestable et que personne ne peut contredire. Au contraire, qui puisse dire, plus il y a des gens qui puissent s'opposer à nous, qui puissent être représentatifs, mieux c'est pour nous. Parce qu'en ce moment, nous pourrons avoir une collaboration porteuse avec ces gens. C'est le cas des syndicats. Moi, je milite pour que nous ayons des syndicats forts, indépendants. Parce que les syndicats forts et indépendants n'ont pas d'attitude extrémiste pour montrer leur force. Le pays le plus stable en Europe sur le plan syndical, c'est l'Allemagne. Sur le plan même social, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne est le pays où il y a le plus de syndicats, où les syndicats sont les plus représentatifs. En France, les syndicats ne sont pas très représentatifs, ils sont en grève tout le temps. Parce que tout le temps, il faut qu'ils montrent qu'ils Ils sont même qualifiés, la France est même qualifiée des champions du monde de la grève. Parce qu'ils sont faibles. Donc quand quelqu'un est faible, il a tendance à toujours vouloir montrer qu'il est fort. Mais quand quelqu'un est fort, tout le monde sait qu'il est fort, on travaille ensemble. C'est le principe de la dissuasion nucléaire, par exemple. Moi, je sais que je peux vous détruire. Vous savez que vous pouvez me détruire. On ne va pas chercher à se détruire, on va chercher à se donner la main. C'est sûr. Il faut que nous ayons un pouvoir politique qui comprenne ça. Qui puisse dire les jeunes, au lieu que je cherche à les instrumentaliser, je vais faire en sorte qu'il y ait de véritables organisations de jeunes, structurées, indépendantes, où il y aura de l'alternance, où il y aura de la transparence, que nous n'ayons pas des éternels jeunes, des gens qui sont à la tête de la jeunesse depuis, ils arrivent à l'âge limite, ils changent leur âge, ils sont toujours là. Tout ça, c'est des signes de maladie de la démocratie. Donc, il faut que nous ayons une société civile indépendante, structurée, forte, capable, ayant des capacités intellectuelles, matérielles, physiques, humaines, pour s'opposer au pouvoir et pour proposer au pouvoir des méthodes alternatives. Et un pouvoir qui n'a pas de velléité de les instrumentaliser. Je pense que quand le Mali entrera dans ça, ce sera une bonne chose pour la démocratie. Avec des grands partis structurés, avec des grandes organisations de la société civile structurée, nous aurons un pays véritablement démocratique. C'est important. Les débats publics et le militantisme sont encore l'affaire d'une minorité. C'est dû à quoi selon vous? Mais comment vous voulez avoir des militants si le parti lui-même est considéré comme un moyen d'enrichissement personnel? C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, pourquoi nous avons 200 partis et chaque semaine, ils s'en créent? Parce que nous avons un système qui favorise la multiplication des partis. Le financement public lui-même qui est là, il va à des partis qui n'ont souvent aucun élu dans le pays. Vous avez juste un parti, vous avez un récépissé, vous avez un compte bancaire et on vous donne 3 à 4 millions chaque année. 3 à 4 millions quand même, ça fait plus de 300 000 par mois. Donc une seule personne va se retrouver avec un parti. Souvent, il est le président, le secrétaire général, le secrétaire politique, le coordinateur régional. Il est seul dans son parti, il a quand même un financement public. Il faut que nous créions les conditions pour que les partis soient de vrais partis. Financement public, oui, mais financement public pour uniquement ceux qui ont des élus, performance électorale. Deuxièmement, des partis qui couvrent le territoire. Quand vous n'avez pas un parti qui couvre au moins 2/3 du territoire, comment le parti peut gagner des élections? Difficilement. Nous avons aux 80% des partis maliens qui ne couvrent pas 20% du territoire. Donc en prenant des textes, on peut très rapidement passer de 200 à 15 partis. Il le faut. Le nettoyage est nécessaire. Et ensuite, maintenant, créer les conditions pour qu'il y ait un vrai militantisme. Il y ait une animation locale, il y ait une animation dans les communes. Que les partis soient gérés, comme je l'ai dit tout à l'heure, conformément à des règles précises de financement. Et là, on peut avoir progressivement émergé des vrais militants qui croient, qui ont de la conviction, plutôt que des gens qui viennent chercher le prix du condiment. Dans les partis, du sommet à la base, souvent, c'est constitué par des gens qui cherchent le prix du condiment. Le président lui-même, il cherche à avoir un poste pour s'enrichir. Ceux qui sont avec lui cherchent à s'enrichir avec lui. Ceux qui sont derrière eux cherchent à s'enrichir avec lui, et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de militantisme. Difficilement. Voilà, le contrat, il est vicié depuis la base. C'est sûr. Il faut qu'on travaille sur ça. On le fera. On le fera de concert avec les politiques, la société civile. Monsieur Mara, est-ce que vous êtes prêt à venir, si votre candidature est retenue par la Cour constitutionnelle, mener un débat, faire un débat contradictoire ici avec les autres candidats? Vous avez dit quelque chose qu'il faut que je corrige. Si votre candidature est retenue par la Cour constitutionnelle, ça veut dire que vous voulez organiser des débats après
Non, pas après. Que les candidatures Nous soient sommes déjà retenues. dans cette logique-là. Pour moi, il faut organiser des débats dès demain. Ok. Vous avez C'est un vous avez une dizaine de candidats déclarés déjà. Ça ne coûte rien. Comme vous m'avez appelé, je suis venu parler de gouvernance et d'autres choses. Appelez les candidats à venir individuellement s'exprimer et très rapidement organiser des débats entre eux. On a commencé. Regardez les grands pays où la démocratie est établie, où les choses fonctionnent. Les débats, on les organise souvent 6 mois, 8 mois avant l'élection. Il faut éclairer les Maliens. Si la candidature est retenue, tant mieux. Si elle n'est pas retenue, au moins on aura éclairé les Maliens. C'est sûr. Donc moi, je suis prêt à venir demain. Pas après la validation de ma candidature, à venir demain participer au débat. Vous nous confortez dans notre position. Et je vous mets au défi de faire ce que vous avez prévu de faire, parce que ce que vous avez prévu de faire, c'est ce qui va aider la démocratie malienne. Invitez les uns et les autres, organisez les débats. On peut faire même des débats à 10 candidats, on l'a vu. Les gens viennent. Ceux qui ne viennent pas, on va laisser les pupitres vides. Dites-le. Et nous allons suffisamment amplifier. Non, nous avons décidé déjà de mentionner leurs noms et de laisser leurs pupitres vides pour que les téléspectateurs comprennent que telle personne a été invitée mais n'a pas répondu à l'invitation et fuit le débat. Je suis à 200% d'accord avec vous. Super. Et je suis impatient de venir assister au premier débat. D'ores et déjà, prévoyez mon nom sur le pupitre. Je serai là. Super, c'est une information, c'est un scoop. Monsieur Mara, dernière question avant de vous donner le mot de la fin. Vous êtes pessimiste ou optimiste quant à l'avenir de ce pays? Quand ce pays, on n'a que lui, et qu'on prétend exercer des responsabilités, on ne peut pas être pessimiste. Parce que si on est pessimiste, on s'asseye et puis on attend le déluge. Moi, je suis optimiste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout pays au monde traverse une crise. Tous les pays au monde, sans exception, les pays les plus puissants, comme les autres pays, traversent à un moment ou à un autre de leur histoire une crise. L'être humain lui-même, à un moment ou à un autre de sa vie, il est en crise, il est malade et il se soigne, il guérit. Le plus compliqué, c'est qu'on n'en sorte pas. Malheureusement, et moi, j'ai l'intime conviction qu'on pourrait en sortir, mais on pourrait en sortir en ayant à la tête du pays un leadership renouvelé. Moi, par contre, j'ai comme l'impression que nous sommes l'un des rares peuples à ne pas, comment dire ça déjà, à ne pas prendre conscience ou à ne pas tirer expérience des crises successives. Arrêtez d'accuser le peuple malien. Il ne s'agit pas que du peuple. Laissez le peuple. Regardez les leaders. Les Maliens sont des gens qui, en grande majorité, vivent au jour le jour. C'est-à-dire, on se réveille le matin. Les 60-90%, je dirais. On ne sait pas ce qu'on va manger à midi ou le soir. Comment quelqu'un comme ça, vous allez lui demander de penser à la crise du pays? Non, il pense à sa crise personnelle. Par contre, ceux qui ont la charge de les diriger, ceux qui ont la charge de les sortir des difficultés, de leur montrer des horizons, de les convaincre que c'est possible, si ceux-ci piétinent, si ceux-ci sont ceux qui poussent le pays dans l'abîme, c'est ce qui fait que ça ne va pas. Le Malien est travailleur, le Malien est innovant et intelligent, et quand on le voit un peu partout, la diaspora, il suffit de créer les conditions. Il est innovant, il est créatif, il faut lui créer les conditions. Il faut lui faire confiance et il faut générer en lui de la confiance. Qu'il se dise, ah, c'est lui qui est là, qui me dirige, qui dirige ma commune, qui dirige le pays, qui est ministre, qui est directeur. Celui-là, il me montre un horizon. Il me montre une exemplarité. Il me montre une volonté pour m'amener avec lui vers cet horizon. C'est ce dont nous manquons le plus. C'est-à-dire, le problème de notre pays, c'est le leadership. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le pays, ce n'est pas nos traditions. Vivement l'avènement de ce leadership. Voilà, c'est la façon dont nous dirigeons le pays. Et rapidement, votre mot de la fin, votre interpellation à l'endroit du peuple malien. Pourquoi vous voulez que j'interpelle le peuple malien? Moi, je dis simplement que les élections présidentielles sont des occasions de débat, de partage de vision, de confrontation de vision entre un certain nombre de citoyens maliens qui prétendent aux responsabilités. Je fais partie de ceux-ci, comme d'autres. Et ce débat doit être porté à la connaissance des Maliens. Qu'ils soient à Bamako, qu'ils soient au fin fond de Yorosso, ça doit être porté à leur connaissance pour qu'ils puissent choisir en intelligence et en objectivité. Les acteurs de la presse ont un rôle important à jouer. Vous commencez, tant mieux. J'invite tous les acteurs de la presse à multiplier
les occasions pour que les candidats s'expriment, ils présentent leurs projets, organiser des débats entre eux pour que les Maliens sachent qui est qui veut faire quoi, qu'est-ce qu'il propose et quelle légitimité il a pour proposer ce qu'il veut proposer. Et donc on choisisse en bonne intelligence et en objectivité. Je pense que plus on ira vers le choix objectif de nos dirigeants, plus il y aura des chances que nous ayons une élite renouvelée, honnête, visionnaire, qui puisse amener le pays vers de nouveaux horizons. Moi, personnellement, c'est dans cette dynamique que je m'inscris et je vous félicite pour cette initiative et je reste toujours persuadé et disponible que cela soit porteur. Vous nous confortez, c'est les mots de la fin. Amadou Hampâtéba disait, il y a ma vérité, il y a ta vérité. Les deux vérités ne se rencontreront jamais. La vérité se trouve au milieu. Mais le Mali, c'est ce que nous avons en commun. Donc, tâchons de les mettre au milieu. Merci d'avoir été fidèle à notre émission. Nous nous donnons rendez-vous pour le samedi prochain. Merci à vous.